Bonjour, je vous accueille chez Christophe. On a pu visiter déjà sa maison il y a quelques temps et en fait, j'aimerais vous partager un peu les différentes évolutions qu'on a pu capter. On va aller découvrir cela ensemble. Si toi aussi tu souhaites être autonome en eau de pluie, clique sur le lien en description et partage-moi ton projet dans le formulaire. Donc là, on voit vraiment cette avancée de toiture qui paraît massive, mais elle permet de protéger la façade, c'est ça? Elle protège la façade, elle contribue au fait qu'il n'y ait pas trop d'irradiation à l'intérieur. Elle protège la façade du vent, en particulier les vents du sud, qui ont tendance à arracher les toits. L'angle de la partie haute, c'est exactement 60 degrés, donc ça nous met à l'abri du soleil quand il est chaud. Ouais. Donc 60 degrés et au-dessus. Et puis les parties creuses qui sont faites des parties de ventilation qu'on trouve dans chacune des chambres. En fait, le creux pourrait être protégé par une moustiquaire, mais je n'ai pas fait encore. Et pourquoi c'est si important d'avoir des avancées comme là tu l'as fait ici et là-haut sur le toit, d'avoir des avancées? Parce que si je ne l'avais pas fait, ma maison ne pourrait pas être rouge, ou foncée. Plutôt, elle ne pourrait pas être foncée, parce qu'elle chaufferait beaucoup trop en été. Tel qu'est le toit et les bâches, ce pan de mur ne reçoit jamais, à aucune heure, de soleil en été. Donc il ne chauffe pas. Enfin, il chauffe pas. Il chauffe comme le mur à l'ombre. Oui. Donc là, toute cette grande terrasse, pour la récupération d'eau de pluie, elle peut être utilisée ou pas? Ah oui, toutes les terrasses sont des récupérations d'eau de pluie, c'est-à-dire qu'elles sont montées sur un EPDM, un plastique caoutchouc étanche. Elles sont avec l'eau récupérée et des bouches dans une citerne à chaque fois. Donc en fait, l'eau qui tombe sur cette terrasse-ci me sert à arroser mes rosiers, mes jardins. Et quand tu dis EPDM, souvent on me pose la question, est-ce que c'est un produit qui est naturel? Non. Non? Et est-ce que ça a un impact pour que... Le gros avantage de PDM, c'est qu'il est très durable. Il dure très longtemps. Mais c'est un résidu du pétrole et ce n'est pas un produit extraordinairement biologique. Mais par contre, il a une très longue durée de vie. Protégé comme sous des lattes comme ça, il va durer 100 ans. Ah oui, il ne bougera jamais. D'accord. À moins qu'on mette un acide, mais bon. Et donc après, cette eau-là, quand elle s'écoule, elle arrive... Alors, tu as plusieurs réservoirs? Celle-ci va chaque fois sur une réserve différente. Donc là, je ne la vois pas, mais il y a une gouttière tout le long qui prend l'eau qui passe là, à travers cette sente là, et qui se déverse dans la citerne qui est là. Et puis cette citerne est aussi alimentée par des surplus d'eau de ce côté-ci, c'est-à-dire que l'eau qui arriverait dans le jardin va forcément vers les rosiers, mais s'il y a trop d'eau, elle déborde et va dans la citerne. C'est-à-dire que s'il y a un gros orage, l'eau déborde dans la citerne. C'est intéressant parce que comme on est sur une pente, il y a beaucoup de réflexions sur l'écoulement de l'eau à différents étages. Oui, et la récupération d'eau. Oui. Ça, tu t'es amusé à explorer ça à travers plein de cultures à droite à gauche. Hein. Oui, mais là, on n'a pas retenu beaucoup de solutions. Oui, bien sûr. Enfin, les Grecs et les Romains en particulier. Oui. Les Romains étaient les rois de l'eau. C'est extraordinaire ce qu'ils avaient fait. Ouais. C'est aller explorer des trucs sur Internet. Alors, si vous voulez savoir magiques. les Romains comment ils faisaient, il y a un truc. Vous allez sur Internet, vous cherchez Vitruve. Vitruve, c'est un architecte de l'époque de César, 100 avant Jésus-Christ, qui a écrit 10 tomes sur ce qu'un architecte de l'époque, dont 10 ans d'expérience, devait savoir. Un architecte romain. Et l'intérêt d'Internet, c'est que vous avez des mots-clés. Donc vous tapez fondation, et il vous explique différentes fondations des différents peuples, pourquoi. C'est juste une mine extraordinaire. Voilà. Vitruve. Et c'est bizarre, ça n'a pas beaucoup tant évolué. Ah, les matériaux ont évolué, mais les techniques sont toujours aussi d'actualité. Les techniques sont d'actualité, mais elles sont oubliées. Le fait de ne pas laisser couler... Ici, on sépare l'eau rapide de l'eau lente à Mazégard, parce que c'est le tour de la Méditerranée, mais il y a des solutions, oui. Non seulement d'amener d'eau, de filtrage d'eau, d'amener d'eau quand il y a trop d'eau, mais on regarde quand il n'y en a pas assez. Enfin, on peut faire beaucoup de choses. Oui. Okay. Dans la vidéo précédente qu'on avait pu voir, tout ton mur était rouge et là je vois qu'il y a des bâches blanches. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu disais qu'il manquait quelque chose à la dernière fois. Oui, c'était un vrai problème. On a eu une irradiation très importante diffuse.
en été, parce qu'il y avait des vents du Sahara, donc une lumière plus lumineuse. Et ma paroi, bien que toujours à l'ombre, commençait à monter en température. D'accord. J'étais passé de 30 degrés. Et donc, plus j'avais installé les bâches, tout ça, donc je pouvais pas, les ombrages, je ne pouvais pas le faire immédiatement. Et donc l'année suivante, donc l'année dernière, je l'ai fait et j'ai mis des toiles. C'est de la récupération sur des nappes. Mais pourquoi mettre des toiles devant un enduit Alors d'une part, toutes les maisons, elles sont claires, ça me met la paroi à l'ombre. Ok. La paroi qui est là est à l'ombre, tu mets la main, tu sens bien une différence entre cette température-là et cette température-là. Je ne sais pas combien de degrés ça fait, mais au moins un, peut-être deux. Enfin, il a fait une différence nette. Okay. Et puis j'ai découvert qu'un autre truc, c'est que si jamais il faisait très chaud, la canicule, etc., je pouvais arroser les toiles. Et alors là, pour le coup, la température de la surface de la paroi de la maison baissait beaucoup. Okay. Enfin, je peux aussi l'arroser et mettre un bac en dessous pour que que ça reste humide et que ça refroidisse beaucoup. Pourquoi il faut que ça refroidisse? L'apport d'énergie. En plein sud, donc ça chauffe En hiver, ça chauffe plein pot. En hiver, c'est plein soleil. En été, c'est toujours à l'ombre. Mais en hiver, c'est pertinent parce que tu veux te chauffer la maison. C'est ça. Là, on est en été. Donc en hiver, la maison, elle chauffe jusqu'à la paroi. Donc en hiver, évidemment, j'enlève les toiles. Hein, et la paroi monte jusqu'à 52 degrés. 52 degrés. 52 degrés, plusieurs fois en l'année. Et ensuite, cette quantité d'énergie est transmise à travers le mur à la maison, et ça chauffe la maison. Mais si c'est trop chaud en été, c'est pas ce qu'on cherche. D'où l'ombre. Très efficace. Et pourquoi l'enduit est rouge derrière? Dans la dernière vidéo, nous avons déjà abordé le sujet. Oui. L'enduit est rouge derrière parce que la couleur rouge foncé est celle qui capte le plus d'énergie en hiver, c'est-à-dire que la lumière est plus bleue. Comme le noir capte plus en été, que la lumière est plus blanche. Et en plus, c'est la couleur naturelle des terres cuites dans le coin? C'est la terre cuite. Si vous avez une fenêtre, une porte-fenêtre et que derrière vous avez des tomates en terre cuite, vous capterez beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur en hiver. Et si cet espace est toujours à l'ombre en été, vous n'aurez pas de radiation directe en été dessus. Okay. La terre cuite a l'autre avantage, c'est si elle n'est pas enduite, c'est pas vernie, c'est qu'elle est poreuse et que donc si on la lave, on la mouille, dans l'entrée de la maison, il y a une zone d'humidité qui va être balayée et apportée dans la maison, qui rafraîchit la maison. C'est un système qu'on emploie beaucoup en Amérique latine. Et je me souviens que tu avais fait pousser une vigne vierge qui met longtemps à pousser. Donc en attendant, en fait, ça permet d'avoir un intermédiaire, un timing intermédiaire avant que la vigne vierge, par exemple, pousse. Si on mettait ça sur la façade sud, on peut mettre des toiles pour éviter que ça monte trop vite en température. Alors je ne pensais pas mettre une vigne vierge, c'est une bonne idée, sauf qu'elle serait toujours à l'ombre en été et qu'elle n'aimerait pas beaucoup. Okay. Et puis le sol là est à 2,50 m en dessous et c'est pas facile. Non, ok. Par contre, la vigne vierge qui est sur le côté que tu as vu il y a 2 ans, donc 3 ans, a monté, a pris bien 2 mètres. Elle prend son temps, mais elle couvre bien, elle rafraîchit bien. Oui. Ça rafraîchit. Oui, nettement. Ça rafraîchit de combien de degrés? Alors, il y a eu une étude qui a été faite ici à Avignon, à l'INRA, un panneau où il y a de la vigne vierge. Il y a un panneau où il y avait de la vigne vierge, mais qu'on a enlevé, on a nettoyé, etc. Entre les deux panneaux, donc même irradiation, 14 degrés de différence de température sur la surface de la paroi. 14 degrés. Il n'y a pas une clim qui vous rapporte ça pour le coup d'un peu d'eau. C'est juste extraordinaire. Et en hiver, bien sûr, elle tombe. La vigne vierge, c'est sensationnel. Ok. Donc si vous êtes, on va dire, à moitié sud de la France ou différents endroits qui ne sont pas trop en altitude sur tout le territoire, à mon avis, c'est la meilleure clim à installer. Elle est juste lente à pousser et elle consomme de l'eau. Et l'eau naturelle suffit souvent. Ok. Et donc je règle l'ombre. Donc je te le refais. Voilà. Typiquement, je suis au printemps, le printemps un peu tardif, il fait frais, j'ouvre mes panneaux. Fin de l'été, il fait trop chaud, il fait sec, je rallonge mon ombre. Et donc j'aurai moins de lumière réfléchie sur la façade et sur les vitrages, et donc j'aurai moins de chaleur dans la maison. Donc moins de chaleur, ça veut dire quoi, 5 degrés, 10 degrés d'écart? Ça dépend de la taille des maisons, ça dépend de la taille des fenêtres. Cette question est difficile.
Même si c'est que 2 degrés, ça fait une grosse différence. Enfin, C'est sûr. Ok. Le principe, de toute façon, tous les détails qui permettent d'apporter moins de chaleur à la maison en été sont bons. Et plus de chaleur à la maison en hiver sont bons aussi. Là, on est dans un grand volume. Ta maison, il y a comme une extension en plus dans laquelle on se trouve. Est-ce que tu l'as fait par rapport au soleil, par rapport au vent? Quel est l'objet de ce volume dans lequel on est? Alors, le premier objet, c'est que derrière, il y a un enrochement qui est important des voisins, donc il faut que je le porte. Donc, On est en pente. dans une pente. Le niveau du sol est au-dessus du niveau de la pièce qui est là. Okay. Donc c'est un mur de soutènement qu'il faut faire. Il faut tenir cette terre, cet arrangement. Et une fois qu'on sait qu'il faut le faire, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, du point de vue bioclimatique, ce mur qui est là fait que le mur de ma maison n'est jamais au soleil. Il est toujours à l'ombre. Là, on est plein sud, c'est ça? On est plein sud. Et puis, a priori, surtout si Mistral vient du nord, il est toujours à l'abri du vent. Donc, ce mur a l'intérêt par son ombre, par son masque. Et puis, il y a un autre intérêt, puisque ça vient soudainement, c'est que le béton qu'on utilise est très très dense. Il est vibré, enfin, il tient. Et donc, j'ai beaucoup de masse thermique, à quoi j'ai ajouté plein de terre, enfin bref, des bacs à plantes. Donc cet espace qui est là, même quand il fait -5 dehors, là je suis quasiment à l'intérieur, c'est pas vrai, mais je suis à 13 degrés. Et donc les plantes ne meurent pas, donc voilà. Et puis c'est un espace qui a un autre intérêt, c'est qu'on peut y faire ce qu'on veut, ce qui correspond au mode de vie du propriétaire du moment. Donc ça peut être une grange, mais ça peut aussi être une serre. On ferme ici, on fait une serre. Si les temps devenaient froids un jour, on pourrait cultiver même en hiver. Actuellement, c'est de l'ombre parce qu'il fait plutôt plus chaud que la moyenne. Mais quelqu'un peut faire de la peinture, quelqu'un peut faire du yoga, je sais pas moi. Dans un de mes schémas, il y avait quelqu'un qui avait des chèvres ici. Okay. Donc il avait un parc à chèvres là. Voilà. Et comme il y a de la hauteur, on pourrait même faire un appartement en bas. Tu pourrais faire un appartement par exemple. Oui. Ça dépend de tes besoins. Okay. Si ton besoin c'est de produire des tableaux et que tu veux peindre ici parce que tu es bien et qu'il fait toujours bon, pour résumer, tu fais pas d'appartement. On a un volume qui permet de protéger, oui. D'anticiper plusieurs futurs pour cultiver ou avoir différentes évolutions. Oui. Donc on est dans la logique de pouvoir accueillir la capacité d'évolution d'un mode de vie dans cette maison. Oui. Autour de cette maison. Oui. Ok. Christophe, quand tu as ton toit qui envoie de l'eau, tu le récupères, mais il y a une partie qui arrive quand même sur ton sol derrière la maison. Oui. Et quand il se met à beaucoup pleuvoir, toute cette eau, elle va où? Alors tous les espaces sont traités en espalier, donc plat, plan. Et là, tout le volume qui est plan, donc là, donne et est ceinturé par ce gabion. Et donc quand l'eau arrive, quand il y a trop d'eau, quand elle arrive à la pierre, il n'y a plus de terre pour la retenir, donc elle passe tout droit, et je la récupère en dessous avec un drain. Donc ça t'évite les inondations derrière la maison? Ça m'évite les inondations, et je capte cette eau, et j'envoie dans une citerne qui est là, qui me sert à arroser le jardin. Magnifique. Ah écoute, je suis tellement habitué que je n'y pense même plus maintenant. Mais oui, c'est vrai, ça marche très bien. Et surtout quand il y a des gros orages, qui pourraient être dangereux, quand ça emmène de la terre chez le voisin, par exemple. Là, ça draine, point. Donc, ça récupère l'eau. Moi, j'ai souvent vu, par exemple, quand on fait des chantiers, il y a un peu plein d'engins qui sont passés autour de la future maison ou de la maison déjà en construction. Oui. Et il y a tout le temps des problèmes d'eau. Donc là, en fait, ça te le gère tout le temps? Maintenant, oui. Oui. Il faut gérer l'eau de toute façon. De toute façon, l'eau peut être un risque ou un danger si vous êtes dans une pente, etc. Sauf que dès que vous considérez que c'est un atout et que c'est une ressource, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Donc il faut s'organiser pour la récupérer. C'est possible propre. Enfin. Là, on a l'eau qui s'écoule. Je vois qu'il y a même une gouttière tout le long. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus? C'est un caniveau, donc il y a une pente, de là vers là-bas, un caniveau, plus l'eau est plutôt plus haute là que là, enfin le sol descend par là. Donc on a la maison de ce côté-là, donc tu évites que l'eau aille vers la maison, tu fais en sorte qu'elle aille tout le temps vers les plantes. Et puis le sol lui-même étant par feuille, donc en terre cuite, monté à la chaux, et l'intérêt que ça a, c'est que s'il pleut peu, l'eau passe à travers
et donc me sert aux plantes qui est autour. Mais ici, il pleut beaucoup, l'eau est emmenée et descend dans le caniveau qui l'amène in fine à une citerne qui est plus bas. Excellent. C'est possible que ça vous arrive à vous aussi d'avoir des conflits avec votre voisin parce que le voisin il gère pas bien son eau et du coup cette eau elle arrive et elle vient débordante ou elle vient à dégrader peut-être un mur en pente. Comment on peut gérer ça? Bon, d'abord, il faut se mettre d'accord avec son voisin, mais le principe c'est que tout ce qui est répétitif, en quantité, et chaque année vous en avez ou toutes les semaines, ou bref, il faut le considérer d'abord comme un atout, comme une ressource, plutôt que comme chose contre quoi se battre. Après, la manière dont on utilise la ressource, c'est pas forcément la plus simple. Et c'est que votre voisin a trop d'eau quand il y a un gros orage, cette eau déverse chez vous. L'intérêt, c'est qu'elle déverse à un endroit où vous pouvez la récupérer et où, par exemple, elle protège un mur de soutènement qui pourrait poser un problème de voisinage. Donc là, vous n'aurez pas le problème. Et en plus, vous l'avez fait ensemble, vous avez mis d'accord. Donc c'est une bonne solution. Et là, avec ce voisin-là, le défi, c'est que l'enrochement peut se dégrader avec l'eau, c'est ça? Non, oui, mais c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que l'enrochement se dégrade avec l'eau si l'eau tombe dans des endroits de l'enrochement où où les pentes de la pierre ont tendance à l'amener vers l'intérieur, parce que ça déchausse les pierres. Tandis que surtout, cherche un endroit dans tout l'enrochement où les pierres sont plutôt enquillées et l'eau peut glisser dessus sans rentrer dedans. Un peu comme des tuiles. Un peu comme des tuiles. Là, il n'y a aucun risque pour l'enrochement. On protège l'enrochement en ne le faisant pas tomber dans un endroit qui pourrait potentiellement être dangereux. Donc le défi d'avoir un trop d'eau où on dit c'est au voisin de le régler, en fait tu es en train de pouvoir, en s'arrangeant avec lui, récupérer une ressource qui va te permettre d'arroser ton jardin. Oui, parce que si l'enrochement se déchausse, l'enrochement est sur le terrain de mon voisin, donc il est responsable. Et moi j'aurai le dégât, donc on aura un problème. Ouais. Là, on s'est mis d'accord, on a fait ça dans le bon sens, j'ai récupéré l'eau, de temps en temps je lui donne des roses aussi, et voilà, et tout le monde est content. Excellent. Et tout va bien. Aqua prima, c'est l'eau de qualité, aqua primissima. Et prima aqua, c'est la première eau qui tombe sur le toit, c'est-à-dire la petite eau qui est avant l'orage ou la rosée, les petites pluies. Donc là, toute l'eau qui tombe sur les deux pans du toit, donc sur 220 mètres carrés, est ramenée dans ce chenot. L'eau arrive ici. Si elle est lente, autrement dit, si elle est lente, elle a ramassé toutes les poussières du toit, elle tombe au milieu, là, et elle va dans cette citerne. Tandis que si elle est rapide, autrement dit c'est un orage, c'est de l'eau qui coule sur un toit qui est déjà lavé, et là l'eau arrive ici, saute cette fente, et débouche dans ce chenot-ci qui l'emmène vers une autre citerne. Donc à la fin j'ai une citerne d'eau sale et une citerne d'eau propre. D'ailleurs si on regarde cette citerne-ci, ce chenot-ci, il y a plein de poussière dedans qui a été amenée, de micro-poussière du toit, alors que là il n'y en a pas. Voilà, donc à la fin on a une citerne d'eau qui est bonne pour se laver, pour l'arrosage, pardon, c'est une d'eau qui est bonne pour se laver, point de vue qualité d'eau. La seconde eau, celle qui se trouve, celle que je vous montre, qui est à votre pied, cette eau-là, c'est une eau prima, c'est une aqua prima, c'est une eau qui peut se conserver, qui ne tourne pas, voilà, qui ne jaunit pas. C'est peut-être l'avenir, c'est tout simple, hein, ça se fait tout seul, l'eau est rapide ou elle est lente. C'est pratique, efficace, et on n'a pas besoin d'être raccordé à l'eau de la ville pour ça. Non, on n'a pas besoin de consommer d'eau de ville pour un jardin ou pour laver quelque chose. Une voiture, enfin, non. Pas besoin. Toutes les nuits, il fait frais. Mais moi, j'aimerais bien avoir frais en plein milieu de la journée en été. Comment je fais? Comment je peux profiter de ça? Alors, tous les peuples ont le même problème dans les pays chauds, en particulier autour de la Méditerranée. Puisque toutes les nuits, il fait froid, il suffit de capter l'air froid pour l'utiliser le jour. Donc c'est ce qu'on a fait là. Donc la maison a été construite, mais pour la construire, il a fallu creuser le terrain, donc il y a un petit espace entre la maison et ce qu'on a creusé. Et ça, on l'a transformé en puits de lumière, et surtout en captage d'air frais. Donc toutes les nuits, l'air se dépose là. Là, il est à l'abri du vent. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quand il y a une colonne d'air, l'air le plus froid est en bas, et l'air le plus chaud est en haut, toujours. Donc,
on disait l'air chaud se comporte comme un éther et l'air froid se comporte comme de l'eau, qui respecte la gravité. Donc ici, l'air frais s'accumule toutes les nuits et mes fenêtres nord donnent sur cet espace. Donc quand j'ouvre une fenêtre, j'ai un espace, j'ai de l'air frais qui rentre dans la maison. Et l'astuce, c'est que si en plus j'ouvre une fenêtre vers le sud, alors il fait beaucoup plus chaud là-bas qu'ici, donc j'ai un courant d'air qui se forme. Donc ça, c'est à la fois mon réservoir de fraîcheur, si je veux me rafraîchir, et le moteur qui fait que mes courants d'air seront efficaces dans la maison. Voilà. Tous ceux qui ont une maison construite dans une pente peuvent essayer. On est en face nord, on est sous le Mistral. On reçoit du Mistral par cette façade-là. Et on ne reçoit pas tellement de lumière. Mais le peu que je reçois, il faut que je le capte, il faut que je le garde. Alors, la lumière, elle arrive sur ces panneaux au polycarbonate. Comme ce sont des cellules plastiques, ça capte même la lumière très rasante, beaucoup plus que du verre. Et ça illumine cet espace. Ensuite, moi je vais vouloir récupérer la lumière à 4 mètres plus bas, 3,50 mètres. Donc j'ai couvert ce côté-ci avec un tissu métallisé, rafraîchissant. Et puis sous moi il y a aussi des éléments qui ne sont pas très propres, aussi réfléchissants, et donc la lumière se renvoie jusqu'au rez-de-chaussée sans trop de problème, et même jusqu'au vide sanitaire, parce que je suis éclairé le matin en tout cas par cette lumière-ci. C'est à la fois un captage d'air frais et un puits de lumière. Et ça protège la façade de la maison du Mistral, puisque le polycarbonate c'est un plastique, c'est en chaleur. Comment tu fais pour pas que l'air froid s'échappe en été, mais en hiver, tu veux pas de froid? C'est ça. Donc en été, l'air froid s'accumule là, et au fond, il y a une porte qui reste fermée tout l'été. Et en hiver, je veux pas d'air frais au nord, j'ai déjà trop, donc il fait froid normalement, donc je laisse la porte là-bas ouverte, et il y a une petite chicane, et l'air arrive dans la rue, dans la pente, et s'évacue. Cet air est frais en été, mais ne l'est pas plus que l'air extérieur en hiver. Merci d'avoir visité cette maison avec nous. Je vous invite maintenant à vous inscrire au groupe Telegram dans la description de cette vidéo. Et puis abonnez-vous pour pouvoir découvrir encore d'autres astuces auprès de vivants. Merci à vous.